Oui, alors je suis un peu d'accord avec notre ami Hubert. D'abord, je veux dire que Obama vaut beaucoup mieux que les Obamaniacs. Moi, l'Obamanie m'a beaucoup énervé, cette obsession de la race, le fait qu'on voit avant tout un noir, alors que lui-même a gagné sur le fait qu'il disait lui-même qu'il ne se présentait pas en tant que noir, il est plutôt contre l'affirmative action, il est contre la victimisation des noirs, il vaut donc beaucoup mieux que l'Obamania. Sur le Proche-Orient maintenant, on s'aperçoit que finalement, ce sont des nominations très clintoniennes. Oui. Il est totalement dans la ligne de Clinton, qui est donc une ligne pragmatique, raisonnable. Je ne pense pas qu'ils sont pour la centralité forcément de la résolution du conflit israélo-palestinien. On ne restera pas gratis, même ensuite, même si on résout le problème israélo-palestinien. Vous avez vu que les attentats de Bombay n'ont qu'un rapport très lointain avec le problème israélo-arabe. Il y a d'autres problèmes dans le monde que le problème israélo-arabe. Cela étant, on retourne effectivement dans l'ère clintonienne, qui est effectivement plus pushy sur le Proche-Orient. Je vous ferai simplement remarquer, sans verser dans la polémique, que Clinton lui-même avait fait remarquer à la fin de l'ère Clinton que si il y a eu un échec entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est qu'au dernier moment, Arafat a calé. Alors pourtant, bien entendu, mais il y a plusieurs versions. Bien entendu. Excusez-moi, je ne me fie qu'à. Il y a idéologie contre idéologie, c'est ça le problème. Dans notre discussion. Je ne me fie naïvement qu'à la version de Clinton lui-même, et non pas de ses conseillers. Clinton. Il a toujours dit la vérité. Clinton. Écoutez, je préfère écouter Clinton que ce que vous me dites sur votre respect. Cela étant, Clinton dit qu'au dernier moment, alors que Barack avait lâché sur Jérusalem, alors qu'Ehud Barak avait lâché sur Jérusalem, il avait lâché sur les territoires, il avait lâché surtout, au dernier moment, Arafat a préféré ne pas céder, il est revenu triomphalement, tel Saladin à Gaza. Donc on repart sur l'ère clintonienne. J'ose espérer que cette fois-ci, les Palestiniens ne rateront pas une nouvelle occasion, comme ils ont coutume de le faire, et accepteront, ne vous en déplaise, l'État juif, avec tout ce que ça signifie en termes de souveraineté. S'ils n'acceptent pas ça, on ne s'en sortira pas. Berbère, je vous donne la parole tout de suite, mais sur le conflit israélo-palestinien, puisque pour vous il est central dans la question du Moyen-Orient, vous préconisez quoi? Qu'est-ce que l'Amérique devrait faire? Il y a 6 semaines, Omer n'a donné nous un plan pour retirer de Gaza et aussi le West Bank et une partie de Jérusalem. C'est Omer lui-même, il est le conservateur, qui a le plan qui est tout à fait raisonnable, même pour Hamas et pour les autres Palestiniens. Il y a beaucoup d'espoir, je crois. Ça faut? Oui, non, moi je pense aussi qu'il y a de l'espoir et que c'est un problème central quand même si vous pensez que ça n'a pas d'importance. Moi je pense que c'est un problème central parce que s'il y a une Palestine, il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Je veux dire, il y a beaucoup de... La Palestine et le conflit israélo-palestinien a été instrumentalisé de tous les côtés, de partout. Et c'est un conflit qui a irradié dans le monde. Il y a des identifications folles autour de ce conflit, comme vous le savez, parce que c'est un petit conflit, mais alors il y a la question de la religion, du nouage entre le politique et le religieux, ce qui fait qu'il y a des identifications abusives, des passions folles, et donc il faudrait couper court à ces passions en créant une Palestine acceptable pour les Palestiniens et en imposant en effet deux États pour deux pays. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette... Certainement, oui, certainement, mais j'aimerais réagir à la question que vous avez posée. Est-ce que les choses vont changer avec Obama? Je pense qu'il faut être nuancé et qu'il y a un aspect positif. Moi, je reçois énormément de questions sur mon site internet. Obama suscite beaucoup d'espoir. Et l'aspect positif, je pense, c'est que ça n'est pas du tout sans valeur qu'aux États-Unis, avec toute leur histoire raciste, un noir ait été élu à la présidence. C'est une avancée, c'est important. Aussi positif, Obama a été élu parce qu'il a proposé un changement, il est apparu en tout cas comme refusant Bush et le militarisme et la guerre et tout ça. Donc ça je trouve extrêmement positif. Le problème c'est que avant que les gens votent pour Obama,
Wall Street avait voté pour Obama. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, les multinationales mettent de l'argent sur les candidats régulièrement. Pour être élu président des États-Unis, il faut recevoir des centaines de millions de dollars. La campagne électorale coûte horriblement cher. C'est pas vraiment démocratique d'ailleurs comme système politique. Et il faut se demander à qui les multinationales ont donné le plus d'argent. Pas à McCain, pas à Clinton, à Obama. Donc le problème, c'est que les gens maintenant, avec la crise, ils ont voté Obama pour qu'on les sauve des banques. Le problème, c'est que les banques aussi ont voté Obama. Alors je pense que dans la question israélienne, mais vous avez raison de dire qu'Obama a raconté toute une série de choses pendant sa campagne électorale pour se faire élire, que maintenant il dit le contraire. Et là, il va falloir tester. Obama a choisi comme vice-président un sioniste acharné, comme secrétaire général de la Maison-Blanche également un sioniste acharné. Il a dit que Jérusalem, ça devait être la capitale d'Israël. Or, Jérusalem est une capitale volée. Il a proposé de donner 30 milliards de dollars d'aide militaire en plus à Israël. Je voudrais simplement dire à Obama, il y a 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Est-ce que ces milliards de dollars ne seraient pas mieux utilisés là? Il y a un énorme problème social aux États-Unis et je pense que malheureusement, d'abord le problème c'est que le pouvoir n'est pas à la Maison-Blanche. Le pouvoir il est dans les multinationales qui décident cette stratégie et qui décident qui sera président. Et je crois sincèrement qu'on va ils ont maintenant, comme je l'ai dit au début et comme M. Baird l'a souligné, ils ont un grand problème, c'est que la méthode Bush, on passe en force, on fait la guerre à tout le monde, ça a échoué. Ça n'a provoqué que de plus en plus d'indignation et de résistance dans le monde. En plus, les États-Unis sont une puissance économiquement en faillite. Il y a eu la crise immobilière, s'annonce la crise des cartes de crédit, donc il va y avoir en fait, c'est une économie en faillite. Comment voulez-vous continuer à faire la guerre partout dans le monde quand vous n'avez pas une économie qui peut la payer? Donc maintenant, ils sont vraiment dans un désarroi à hésiter entre les tactiques on va jusqu'au bout, on fait la guerre à fond et en avant, ou des tactiques plus intelligentes, comme on a entendu cette version-là, pour essayer de maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Moi, je voudrais simplement dire, les États-Unis n'ont pas à dominer le monde. Il ne faut pas se poser la question quelle est la meilleure manière de rester les maîtres du monde. Le monde, simplement, il est en train d'évoluer. Il n'est plus unipolaire avec une grande puissance. Il est multipolaire. La Chine monte en puissance. La Russie a cessé de se mettre à genoux devant les États-Unis. Le Brésil, l'Inde, etc. sont aussi des puissances qui essayent de monter. L'Amérique latine essaye de se libérer. Ça, c'est un monde multipolaire. Je ne dis pas que c'est un miracle. La question riche-pauvre va rester là-dedans. Il restera plein de problèmes. Mais à mon avis, c'est mieux pour résoudre les problèmes du monde, qu'il n'y ait plus un gendarme du monde qui, chaque fois qu'il y a un pays qui veut mener une politique indépendante, vient militairement